En 2017, le Washington Post choisissait son premier slogan en 140 ans d'histoire. Ce slogan, c'est Democracy dies in darkness, que l'on pourrait traduire par La démocratie meurt dans l'obscurité. Le rôle du journalisme, c'est précisément d'apporter de la clarté, de rapporter les faits et d'aider chacune et chacun à se forger sa propre opinion. C'est aussi vrai au niveau international que national et local. Mais si chaque territoire a ses enjeux et ses choix que ses habitants et ses habitantes devraient pouvoir faire en connaissance de cause, eh bien cela suppose l'existence même de journaux locaux. Et ces derniers ont été profondément affectés par la révolution numérique et les différentes crises économiques. Aux États-Unis, par exemple, 2000 journaux locaux ont fermé depuis les années 2010. Cela ne concerne d'ailleurs pas que les petits titres et les petits groupes de presse. McClatchy, le deuxième groupe de presse local aux États-Unis, fort d'une histoire de 163 ans, de plus de 30 titres et 54 prix Pulitzer, s'est déclaré en faillite en l'année 2020. Les États-Unis sont donc un très bon exemple pour mieux comprendre les difficultés de la presse locale et leurs conséquences. Et pour éclairer ce drame américain de la presse locale, j'ai le plaisir d'accueillir l'ancien PDG de McClatchy, aujourd'hui partenaire au groupe d'investissement Next News Ventures et chercheur associé à la John Fitzgerald Kennedy School of Government de Harvard, Monsieur Craig Forman. Bonjour Monsieur Forman, merci beaucoup d'être avec nous à Média en Scène alors que je sais qu'il est très tôt encore en Californie. Je suis content d'être avec vous tous, Alexandre de San Francisco. Bonjour. Bonjour. Alors, éclairez-nous un petit peu, si vous le voulez bien, sur la situation américaine. Est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui des déserts informationnels, des villes de taille grande ou moyenne où il n'y a pas de journaux locaux? Pour le public français, j'essaie de parler comme bon journaliste. J'étais longtemps grand reporter au Wall Street Journal en Europe, avec une métaphore, une analogie qui pourrait rendre ça plus accessible. La crise économique du journalisme aux États-Unis pour les quotidiens locaux est aussi grande que la crise de sidérurgie en Lorraine dans les années 80 ou la crise de l'industrie de charbon dans le nord de la France dans les mêmes années. C'est une crise économique à la base, une business model, une maquette d'information qui ne marche plus dans le monde informatique. Et il faut être aussi honnête et aussi brutal à cela. C'est une crise qui est formée par le fait que on n'accède plus l'information comme on le faisait il y a des années, où en fait il n'y avait que la presse écrite, imprimée, comme source d'information locale. Bon, ce n'est pas toute neuve de cette année, et McClatchy était les derniers des 6 grandes sociétés américaines qui ont passé dans le Chapter 11 restructuration, qu'on était précédé par des gens Gatehouse, Tribune Company, Lee. Et en fait, c'est une manœuvre américaine qui laisse ses quotidiens marcher, mais à une manière diminuée. Mais alors, revenons donc à cette question. Ça signifie qu'il y a des territoires, des grandes villes peut-être, où il n'y a pas d'information locale disponible. On sait ce qui peut se passer à l'échelon national, mais pas en bas de chez soi. C'est ça. En fait, vous avez évoqué les 2000 titres fermés. Je vais citer quelques que les gens vont reconnaître. Bon, il y avait le Seattle Post-Intelligencer, le Honolulu Star Bulletin, le Rocky Mountain News de Denver, et tout récemment à Youngstown, Ohio, dans un coin assez affecté par les crises industrielles des années 80 et 90 américains, Youngstown Vindicator, qui avait 153 ans, qui est fermé en 2019. Et justement, on va parler de ça. C'était pour la raison pour laquelle McClatchy avait fait partenariat avec Google News Initiative, pour faire une nouvelle sorte d'information locale qui soit uniquement digitale. On va revenir effectivement sur les solutions possibles, mais avant, vous observez à Harvard les mécanismes médiatiques un peu partout dans le monde. Ce phénomène dont nous discutons à l'instant, il n'est qu'américain? Non, ça existe partout, mais dans d'autres régions,
l'Europe, par exemple, où il y a quelques quotidiens nationaux qui ont un tirage encore de plus d'1 million de copies. Et j'ignore actuellement le tirage aujourd'hui de la Ouest France, la plus grande quotidien imprimé en France, comme votre groupe connaît bien. Mais en fait, même on peut voir dans la transformation de Ouest France une rubrique très analogique à la presse américaine, c'est-à-dire une grande quotidien qui a des pages par ville ou par région, que ça soit Dinard ou Saint-Malo ou Brest, etc. Et en fait, ce format indique encore des solutions, c'est-à-dire d'avoir des presses qui sont régionales ou même très locales, mais qui sont regroupées dans une structure, une plateforme plus grande pour pouvoir avoir accès à des outils qu'il faut pour se rendre à point dans un monde digital, c'est-à-dire de connaître bien ses lecteurs, connaît bien le régime digital pour pouvoir avoir un produit qui est intelligent, qui marche sur toutes les plateformes mobiles et ordinateurs, et éventuellement, pour certains, peuvent être imprimés une fois par jour, qui maintenant n'est pas un produit qui a une croissance bénéficiaire. Ça peut exister encore, la presse écrite quotidienne, mais on ne peut pas trouver des bénéfices ou une croissance économiquement bénéficiaire. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on en est arrivé là, c'est uniquement une crise du business model, la chute des revenus publicitaires, la transformation numérique. Quels sont les facteurs qui expliquent que, justement, vous nous le rappeliez, il y a des endroits où il n'y a plus de presse locale et même lorsqu'il y a de la presse locale, elle souffre? J'ai commencé comme journaliste dans un grand quotidien mondial, le Wall Street Journal américain, mais il faut savoir que avec l'Internet maintenant à ses 25 ans, l'industrie de la publicité a tellement changé qu'on dit entre 80 et 95% de toute publicité nouvelle dans le système va vers des plateformes, que ce soit Google, Facebook, Twitter, Apple, Microsoft ou autres. Et en fait, les quotidiens et surtout la presse locale dépendaient énormément, d'une manière disproportionnée, sur cette sorte de publicité qui est partie dans tout ce qu'on est aux États-Unis, que ça soit Craigslist pour des petites annonces, ou en France, des sites de commerce électronique qu'on peut citer, et donc je ne vais pas passer du temps ici pour le faire. Et en fait, la presse locale était, disons, plus dépendante de ce sort de publicité qui n'existe plus largement, enfin dans la grande majorité pour cette presse locale, dont vient la crise. Il faut dire aussi que la presse locale, sans les moyens des grands quotidiens d'investir dans la plateforme des souscriptions et des abonnés à point, c'est-à-dire c'est souvent clair, et ça fait 25 ans que je travaille à Silicon Valley, que nous, côté consommateur, on peut dire, mais ça marche sur mon téléphone, pourquoi est-ce que ça marche sur ce site X, Y ou Z? Eh bien, les grandes plateformes comme Google ou Yahoo, où j'ai travaillé longtemps, ou Facebook ou Apple, ils dépensent des moyens énormes pour que ça soit facile pour nous, les consommateurs, à avoir des produits qui marchent très bien. Eh bien, pour la presse locale et surtout la petite presse, ces moyens d'investir dans le digital ne sont pas possibles. Et donc, on voit souvent que le consommateur, et on le connaît bien, moi je le connais bien comme consommateur aussi, on dit, mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas comme je veux? Eh bien, parce qu'il y avait la crise de publicité et la conjoncture avec l'absence de moyens pour investir dans la transition digitale. Et c'est pour cela qu'à McClatchy, quand on est sorti de la processus, était 50% de revenus sur des abonnés et pas de publicité, et 50% digital et pas sur le presse imprimée. Donc c'est une question en fond de user experience. Dans la dernière tribune que vous signez en tant que PDG de McClatchy, vous résumez qu'en fait votre business model a peut-être trop longtemps été le fait d'envoyer sur la porte des gens les nouvelles d'hier. C'est-à-dire qu'on a mal
pivoter vers le numérique, mais est-ce que ça signifie que l'une des solutions, ce serait juste de devenir intégralement numérique? Il suffit d'avoir une page web pour s'en sortir? Je crois qu'en étant un product manager moi-même et aussi journaliste, il faut revenir sur des principes profonds et des premières matières. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour un bon produit de notre époque? Il faudrait que le produit marche, que ça soit facile d'accès et que ça représente ce que nous avons comme besoin comme consommateurs. Et pour la presse, il faut que ça soit essentiel. Regardons quelque chose qui a bouleversé les États-Unis, le meurtre de George Floyd qui a eu lieu il y a un an à peu près. Eh bien, si on était au courant, c'est parce que nous sommes tous dotés du hardware qui nous permet tous à être journalistes. Et le reportage qui a été fait, à la base, était fait par quelqu'un qui était là à la place, enfin sur la place. Et en fait, bon, c'est pas un nouvel phénomène, on va pas passer beaucoup de temps, tout le monde dans cette média en scène est très au courant, mais il faudrait quand même que la presse se reconnaisse que l'idée d'avoir une seule produit une fois par jour ne marche pas en 2121, ça ne marchait pas en 2100. Hein. Et donc, en fait, il faudrait qu'un produit d'actualité, d'information, surtout local, soit essentiel, soit là quand il faut et qui parle des sujets qui sont importants pour ce public. Et c'est beaucoup plus facile de le dire comme ça que de le faire tous les jours ou 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous nous disiez à l'instant, pour produire cette UX, pour produire ce nouveau modèle, c'est une question de moyens, d'investissement. Vous nous disiez que la presse locale, parfois, n'en avait pas. Ça signifie que la concentration du secteur est inévitable ou alors qu'il faudrait que les titres de presse, même locales, passent dans le giron de groupes qui appartiennent à des multimilliardaires. Est-ce que ça ne pose pas un problème d'indépendance et de pluralité des médias? Pour être clair, je crois que malheureusement, on est en danger de ne pas faire face à le fait qu'on doit faire un choix. Le choix actuel, c'est la survie de la presse locale. Et la survie de la presse locale est bien importante pour, et nos études à Harvard a bien démontré, pour la démocratie. En fait, on peut dire que la presse locale est partie de la système immunitaire de notre corps politique. Et qu'est-ce que ça veut dire? On voit bien que, alors qu'on peut parler beaucoup, j'aime pas citer cette phrase parce que je pense que c'est cité trop souvent, mais ce qui est appelé fake news est souvent pas fake, c'est une question d'opinion ou controverse, mais pas vraiment les bases d'information faites ou pas. Je disais souvent et je dis toujours que le Miami Herald, un des 30 quotidiens, un des 30 marques du McClatchy, quand ça parlait après des ouragans à Miami, qui avait 2 mètres d'eau sur le fameux boulevard Ocean Drive à South Beach, c'était ni de gauche ni de droite, il y avait juste trop d'eau et un système d'égout qui ne marche pas. Ça, c'est pas left or right, riche ou pauvre, c'est juste vrai. Et donc, cela, c'est un phénomène important pour la survie du local news. Et en fait, il faudrait on fasse tout ce qu'on peut pour la survie. Il faudrait savoir que les petites digital startups, et je suis très pour, Next News en investit dedans, ils restent petits quand ils n'ont pas un marché ciblé assez grand pour qu'ils puissent jamais devenir grands. Des 24 villes américaines où il y a des équipes professionnelles de foot américains sont les villes le plus importantes des États-Unis en population. C'est la même chose en France. On ne peut pas attendre que le quotidien à Dijon, le bien public que je connais bien, soit jamais aussi grand qu'un quotidien comme l'Ouest France. C'est la même chose aux États-Unis. Et donc déjà, la concentration est là. Hmm. Il faudrait veiller sur les investisseurs et sur la concentration. D'ailleurs, dans tous les pays du OCDE, on a des structures d'antitrust et de concentration, mais
pour moi, en étant un PDG et un homme d'affaires dans le digital, il faut du scale et pour le survie de la presse locale, il faudrait du scale, il faudrait une marché assez large. Vous dites la presse locale, c'est l'anticorps de la démocratie. Qu'est-ce que vous avez observé lorsque les titres de presse, justement, ces titres de presse qui disparaissaient, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui les a remplacés? On a fait une étude ici en Californie, suivie d'une étude qu'on a fait en Pennsylvanie avec le Lenfest Institute et NewsGuard Technologies, deux sociétés avec lesquelles on travaille, pour voir ce qui s'est passé avec l'absence du local et la désertification du local. Eh bien, dans cette vide arrive ce qu'on peut appeler en anglais des pink slime news sites. Pink slime comme les fausses viandes qu'on a vues dans des fast-food il y a quelques années. Et en fait, de quoi il s'agit? Il s'agit des sites qui se prétendent être du local news. Par exemple, ici en Californie, on a une ville agricole qui s'appelle Fresno, qui longtemps était servi d'ailleurs et toujours servi par un quotidien de McClatchy qui s'appelle le Fresno Bee. Eh bien, le Fresno Times était un site Pink Slime alimenté par une société politique qui faisait croire que c'était du local news, mais en fait, c'était une sorte de village Potemkin pour des mensonges politiques et de la propagande. Et en fait, on a vu qu'en tant qu'engagement, encore un franglicisme pour dire que les coûts étaient plus grands, disproportionnés par la taille de l'entité, le engagement en Californie et en Pennsylvanie avant les élections présidentielles américaines en 2020 était beaucoup disproportionné. Enfin, c'était très, très, très engagé vers ces sites Pink Slime de propagande. Et je crois que ça, c'est quelque chose auquel on doit faire très attention et regarder ça non seulement aux États-Unis, mais dans tous les pays de l'Ouest, y compris la France. Mais s'il y a un enjeu démocratique, est-ce que dans ce cas-là, les pouvoirs publics devraient, d'une manière ou d'une autre, considérer que l'information est un bien public et peut-être trouver un moyen de sauvegarder cette presse? Est-ce que le sauvetage de la presse locale viendra alors d'argent public? Ben, là, c'est un sujet bien important, mais malheureusement, je crois qu'on va trouver que ça va vite vers des grands principes des démocraties libéraux. Et certains dans le public ont déjà pensé, surtout ceux qui sont bien connaissants de notre First Amendment aux États-Unis, qui protègent toutes sortes de paroles ouvertes et des paroles libérales. Et en fait, c'est une protection pour les pensées de la libre expression des voix et des opinions. Et aussi, il faudrait avoir des protections pour qu'on puisse tous exprimer nos points de vue. Mais là, vous avez évoqué quelque chose qui va être l'enjeu de la réglementation dans les années à venir, où, comme société, on va mettre nos priorités. Est-ce que ça va être prioritaire de garder de l'information qui est indépendante, qui est réelle et qui est bien documentée pour le bénéfice de nous tous comme citoyens, ou est-ce qu'on va utiliser des moyens de protéger le voix de certains à la coûte de nous tous? Et en fait, c'est là où je m'applique beaucoup d'une manière des affaires et aussi de réglementation. Et je crois que ça, c'est l'enjeu critique pour nos années à venir. Et on le voit déjà dans la discussion du fameux Section 230, Section 230, qui aux États-Unis protège les grandes plateformes comme provider de télécommunications, de services télécommunications, et que c'est à la coûte des grandes organes de communication télévisés ou presse.
Monsieur Forman, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct depuis San Francisco où il est très tôt. Merci d'avoir répondu dans un français parfait à toutes nos questions. Effectivement, l'enjeu principal, c'est peut-être de savoir quelle est la priorité, quel est vraiment le bien public qui peut protéger le plus la démocratie, et y compris la démocratie locale. Et nous allons continuer tout de suite cette conversation à Médias en scène, puisque nous faisons tout de suite le bilan du fonds d'aide d'urgence pour le journalisme de la Google News Initiative. Et pour cela, je vous laisse avec Ludovic Bléché. Merci beaucoup.